BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Christian Fontaine et Jean-Philippe Dubosc sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Cédric. Jean-Philippe Dubosc pour toutsurmesfinances.com et Christian Fontaine pour le revenu. On va parler assurance vie et reversion ensemble. Jean-Philippe, la reversion, pourquoi l'avoir mis ce matin? Il y a un rapport de la Sécu, c'est ça qui... Ouais, il y a la Cour des comptes qui a rendu, vous savez, tous les ans, il rend son rapport annuel sur la sécurité sociale. Donc, donc la Cour des comptes a rendu le rapport le 15 septembre dernier et a consacré un chapitre entier sur les pensions de réversion. Bon. Et quelle est la thématique vraiment que la Cour des comptes a choisi de mettre en avant? Pourquoi est-ce qu'on s'est focalisé du côté de la rue Cambon sur cette histoire-là? Parce que d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est en quoi consistent les pensions de réversion. Les pensions de réversion, c'est une partie de la retraite de la personne décédée ou de la retraite qu'aurait dû percevoir la personne si elle avait été en retraite et qui est reversée au conjoint survivant. Et c'est pas rien du tout puisque ça représente quand même 4,4 millions de bénéficiaires, c'est-à-dire plus d'un quart des retraités français. Or, ce que la Cour des comptes pointe, c'est que on va passer de 34 milliards d'euros en 2014 à 52 voire 56 milliards d'euros en 2060. Et pourquoi ça s'envole comme ça? Alors en fait, il y a deux raisons pour lesquelles effectivement ça s'envole. La première raison, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, le montant moyen des retraites augmente. Alors ça peut étonner, mais en fait c'est assez facile à comprendre. C'est que en fait les gens gagnent de plus en plus. Ils gagnent de plus en plus parce que il y a un niveau de qualification qui augmente, qu'il y a un développement du statut de cadre qui fait qu'en fait on a de meilleures carrières, du coup on a de meilleures retraites, du coup il y a une meilleure réversion. Et puis le deuxième phénomène, eh bien c'est l'allongement de l'espérance de vie, c'est-à-dire que les bénéficiaires de la réversion qui sont à près de 90% des femmes vivent plus longtemps. Donc elles touchent la réversion plus longtemps. Voilà, exactement. Et du coup, à la Cour des comptes, qu'est-ce qu'on préconise? On a dessiné, esquissé des solutions? Oui, alors la Cour des comptes dit il faut réformer la réversion. Alors non seulement parce que c'est une question de soutenabilité financière des régimes, c'est pour que les déficits soient réduits, et puis aussi parce qu'ils disent que la réversion n'a plus l'intérêt d'avant. Pour mémoire, en fait, la réversion a été mise en place pour les femmes qui ne travaillaient pas ou qui avaient peu travaillé et qui se retrouvaient sans ressources au décès de leur mari. D'accord. Maintenant, on dit maintenant qu'elles ont bossé, les sages se disent que maintenant les femmes travaillent, qu'elles cotisent à la retraite et qu'elles ont des retraites, donc elles ont moins besoin de la retraite de leur mari une fois qu'il est décédé. Donc ça c'est la première chose. Et la seconde chose aussi que les hauts magistrats ont pointé, c'est le fait que les règles varient énormément d'un régime à un autre, ce qui crée des inégalités. Alors juste quelques exemples. Il y a des régimes qui prévoient des conditions d'âge, c'est-à-dire que par exemple pour le régime général, il faut avoir atteint 55 ans pour avoir la réversion. Il n'y a pas de conditions d'âge dans les régimes publics. Il y a pour certains des conditions de ressources. C'est également le cas pour le régime général de base où on ne peut pas gagner plus de 1666 € par mois. C'est pas le cas dans les régimes publics et dans les régimes complémentaires. Il y a le taux de réversion qui est en fait le pourcentage de la retraite qui est attribué aux conjoints survivants qui varie. 50% dans le public, 54% régime de base et jusqu'à 100% pour les régimes complémentaires des professions libérales. Là, on est dans le constat. Qu'est-ce qu'il propose du coup du côté des... Alors, du coup, il propose d'homogénéiser tout ça et autant le dire, plutôt d'aligner vers le bas. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, si on est parti du constat que ça coûte trop cher, voilà, c'est-à-dire que par exemple, vers le haut. Ils disent, eh bien, il faut une condition d'âge et puis tant qu'à faire, on n'a qu'à l'aligner sur l'âge légal de départ. L'âge légal de départ, c'est 62 ans, et on n'a qu'à dire que l'âge de réversion, c'est 62 ans. Comme ça, tout le monde aura les mêmes bornes. Et puis comme ça, si on recule, et puis comme ça, si on recule l'âge légal de légal, et automatiquement, pas bête, etc. Alors, les hauts magistrats disent que pour les régimes qui n'ont pas de condition d'âge, du coup, ça fait quand même un gap qui est très important. Donc, ils disent dans un premier temps, on met une condition d'âge qui sera de 55 ans. Comme pour le régime général, pareil aussi pour le taux de réversion avec un alignement à 54%.
Ça a une chance de voir le jour. Est-ce que nos gouvernants vont entendre ces clochettes tintiller leurs oreilles? Ouais. Alors non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la réforme de la réversion, on en parle beaucoup en France, mais c'est un tabou. D'abord parce que vous l'avez compris, c'est un sujet qui est techniquement très très complexe, mais aussi qui est politiquement explosif, parce que vous l'aurez compris, ça risque de susciter beaucoup de mécontents. Juste pour mémoire, la dernière réforme des retraites prévoyait à l'origine de réformer la réversion. Au final, il n'y a rien eu. Il y a juste eu un petit article qui prévoit la remise d'un rapport au bout d'un an. La loi a été promulguée le 20 janvier 2014. Nous sommes le 21 septembre et il n'y a toujours rien. En termes de réversion, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement aujourd'hui? Est-ce qu'il y a 2-3 conseils patrimoniaux ou juridiques ou fiscaux à proposer à nos auditeurs, à nos téléspectateurs? Oui, alors il y a des conseils. Alors le premier conseil, c'est mariez-vous. Ouais. Alors je sais que bon, c'est pas très romantique, hein, on va dire qu'il faut se marier, voilà. Je dirais même qu'il y a un premier conseil, c'est d'abord inciter les retraités à se renseigner tout simplement si le conjoint décède, quel sera le montant de la réversion et toutes les conditions à remplir, parce qu'il n'y a pas deux situations identiques. Non. Il faut savoir qu'il y a la caisse, par exemple, des fonctionnaires des collectivités locales. Vous ne pouvez, territoriales pour être précis, locales, vous ne pouvez toucher la réversion que si vous avez eu au minimum 4 ans de mariage et un enfant en commun. Ah oui, et il faut savoir qu'en cas de décès du conjoint, il faut faire l'enfant avant de mourir. Je dirais pas jusque-là. Je dirais que, on se renseigne et il faut savoir que c'est un élément clé du pouvoir d'achat de la personne qui reste. Alors juste quand même, effectivement, il faut se marier parce que en revanche, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est que pour les couples mariés. Si vous êtes pacsé, ça ne fonctionne pas. C'est notamment pourquoi le mariage pour tous, c'était une des revendications, c'était pour bénéficier de la réversion. Donc il faut se marier et il faut se marier rapidement parce qu'il y a une idée en l'air, mais vous savez, à partir du moment où tout le monde commence à la reprendre et puis la répéter, c'est que on se dit qu'un jour ça va être le cas. C'est la proratisation, c'est-à-dire le versement de la réversion en fonction de la durée du mariage. Donc il faut se marier, mais il faut se marier le plus vite possible pour avoir une réversion la plus importante possible. Et puis dernière chose, la réversion n'est pas automatique, ça il faut le marteler, hein, c'est-à-dire que le veuf ou la veuve fasse des démarches, avertisse le décès du retraité à la caisse et aux caisses, c'est-à-dire que si c'est un polypensionné, il faut faire la démarche pour chacune des caisses auxquelles il était affilié. On peut rajouter qu'il faut se marier et il faut surtout pas en cas de divorce après ça se remarier, puisque si on se remarie on perd la réversion. Ça dépend encore une fois, décidément, il y a des règles différentes, c'est que ça dépend des régimes. Il y a des régimes effectivement où les divorcés ont droit à la réversion et d'autres pas. Enfin, donc comme quoi ce que disait Christian est vrai, il faut vraiment s'en occuper aussi. Il faut s'en occuper. Chaque cas est particulier. Mariez-vous et marrez-vous aussi. Interdit. Mais c'est marié pour se marrer. On peut faire les deux, vous savez, c'est pas incompatible, hein, contrairement. L'assurance vie, Christian, plus d'impôts, moins de rendement, à part peut-être pour régler les problèmes de retraite, ça a perdu un peu de son lustre, l'assurance vie? Alors non, bien sûr, je ne vais pas prétendre sur votre antenne ce matin que l'assurance vie n'a plus d'intérêt. Pas vous, Christian. Pas moi, vous avez raison, mon cher Guillaume, donc cela reste l'un des meilleurs placements pour 2015, pour 2016, je dirais même plus. L'intérêt relatif a augmenté puisque vous savez, la fiscalité sur l'ensemble des autres placements s'est accrue ces dernières années. Alors, cela ne veut pas dire pour autant que les millions de détenteurs de contrats vie ne doivent rien faire. Et donc, mon conseil aujourd'hui sur votre antenne, je vous propose une stratégie un peu originale, qui est une stratégie un peu de clôturer son contrat. Et dans la foulée, ne poussez pas un cri, un soupir trop rapidement, mon cher Cédric, et dans la foulée d'en rouvrir un autre. Et alors pourquoi cette stratégie, je dirais, de retrait important, plus que de clôture, de retrait important sur son contrat et pour alimenter un nouveau contrat, pour une raison très simple, c'est que comme ça vous allez payer vos impôts tout de suite et vous échapperez aux hausses futures qui ne manqueront pas d'arriver dans les années à venir. Notamment avec les histoires de prélèvement à la source et tout ça? Voilà, alors ça c'est effectivement un petit peu l'actualité. Vous savez que le prélèvement à la source va être instauré et que l'étape d'après, c'est la fusion entre la CSG et l'impôt sur le revenu, même si le gouvernement s'en défend. Ça signifie quoi? Ça signifie très concrètement que c'est la fin des prélèvements forfaitaires libératoires, notamment celui qu'il y a sur les gains de l'assurance vie. Vous savez, lorsque vous gagnez de l'argent avec l'assurance vie, vous pouvez choisir entre imposition à l'impôt sur le revenu ou à un prélèvement
prélèvement forfaitaire, eh ben, si vous n'avez plus cette option, eh ben, vos gains s'additionneront à vos pensions de retraite, vos gains s'additionneront, messieurs, à vos salaires et vous serez davantage taxés. Bon, donc tout le monde a intérêt à faire ce petit speech, clôture-ouverture. Bien sûr que non. Alors vous rigoliez tout à l'heure, eh ben, si vous êtes un incorrigible optimiste, si vous pensez que les impôts vont baisser, notamment les impôts pour les cadres supérieurs, les professions libérales, les artisans, si vous pensez que dans les années à venir ça va baisser, ben, éteignez votre poste. La suite de la chronique ne vous concerne pas. Ensuite, pour que l'enjeu envaille l'enchandelle, donc de cette stratégie de retrait massif et pour réalimenter un autre contrat, ben, il faut remplir 3 conditions. D'abord, il faut que vous ayez des gains importants sur votre contrat. Donc très concrètement, soit vous détenez votre contrat depuis de nombreuses années, soit depuis peu d'années, mais vous avez beaucoup investi en bourse et beaucoup gagné. Deuxième condition, il faut alimenter un contrat d'assurance vie sur lequel il n'y a pas de frais d'entrée, ou alors vous négociez ces frais d'entrée à la portion congrue. Et troisième chose, comme vous remettez le compteur fiscal à zéro, ben, il ne faut pas avoir besoin de votre argent pendant les 5, 6, 7, 8 années qui vont venir. Ça fait quand même beaucoup de critères un peu. Enfin, il faut vraiment se plonger dans tout. Bah, il faut se plonger dans le moteur. Il faut se plonger dans le moteur de l'assurance vie. Pour vos salaires et pour les pensions de retraite, tout le monde sait, et c'est également valable pour les loyers, que les loyers perçus cette année ne seront taxés que l'année prochaine. En matière d'assurance vie, c'est un peu différent. Les prélèvements sociaux sur une partie des contrats, notamment sur le fonds en euros, sont prélevés tous les ans. Par contre, la fiscalité, là, vous la payez qu'en cas de retrait. Et donc, c'est pour ça que cette stratégie est intéressante, parce que si vous conservez un contrat avec énormément de plus-value dessus, et que demain, les prélèvements sociaux qui sont à 15,5 passent à 20%, ou vous n'avez plus le choix en cas de retrait que vos gains s'additionnent à vos revenus ou de payer un prélèvement forfaitaire à 7,5, vous allez être matraqué, vous allez payer parfois des dizaines de milliers d'euros d'impôts. Alors que si aujourd'hui vous fermez votre contrat, ben vous savez ce que vous allez payer en impôts. En gros, vous allez payer les 15,5% de prélèvements sur vos gains boursiers, plus, vous voulez choisir pour les cadres, l'impôt sur le revenu, le prélèvement forfaitaire libératoire plutôt, qui est à 7,5 pour des contrats qui ont plus du temps. Donc au pire, vous allez payer 7,5%. Or si demain, vous n'avez plus cette possibilité de choisir le prélèvement forfaitaire libératoire, les cadres vont payer au minimum 30% d'impôts sur les gains. Donc voilà pourquoi il faut parfois ne pas hésiter à payer ces impôts tout de suite, parce qu'on sait combien on va payer, sinon demain on risque de payer beaucoup plus. Si j'ai un contrat de 3 ans à peine, bon, je vais quand même payer des impôts plein pot si je clôture mon contrat maintenant. Alors, si vous avez un contrat de 3 ans, vous avez raison, cette stratégie surtout est intéressante pour les contrats de plus de 8 ans où vous pouvez choisir le prélèvement forfaitaire de 7,5%. Mais je vous arrête tout de suite. Si vous êtes non imposable, quand même plus de 50% des Français sont non imposables, ben même un contrat de 3 ans, ils choisissent d'additionner leurs gains avec leur salaire ou leur pension, et dans ces cas-là, le montant d'impôt sera de 0. Donc cette stratégie s'applique quelle que soit la durée et l'âge de votre contrat. Tout dépend encore de votre situation personnelle. Bon, et puis il y a une autre, juste un point aussi, c'est que, alors effectivement, il n'y a pas de transférabilité dans l'assurance vie. À chaque fois, il y a des amendements déposés tous les ans, et puis ça fonctionne pas parce que les enjeux c'est absolument énorme. Mais en revanche, moi, ce que je vois l'intérêt en fait là-dedans, c'est qu'il y en a marre aussi. Il y a des assureurs qui pénalisent les vieux contrats pour doper en fait les nouveaux contrats. Donc après tout, zut, effectivement, vous avez dépassé les 8 ans, effectivement, donc, vous n'avez pas tort. On cumulerait tant pis pour eux, voilà. On clôture. Et puis une autre bonne raison, on va vers un fonds fiscal et en plus un petit... vous savez, il y a beaucoup d'épargnants qui sont tétanisés à l'idée de fermer un contrat d'assurance vie. Ils se disent, je vais perdre des avantages fiscaux. Alors c'est vrai que pour toute une catégorie d'épargnants très aisés, ça peut être le cas, mais pas forcément. Alors il y a juste une petite précision, c'est qu'il faut faire ça avant les 70 ans. Parce que c'est vrai que pour la succession, les sommes versées après, on change de régime. Voilà, on n'a pas le même abattement, il est beaucoup moins intéressant, et en plus il est commun à tous les bénéficiaires. Donc ça c'est bien quand on est assez jeune, on va dire. Cette stratégie sur l'assurance vie, c'est une spécificité de l'assurance vie, où il y a d'autres placements rapidement qui peuvent... Non, on peut la mener sur d'autres enveloppes fiscales, le PEA par exemple. Vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait une réforme, une volonté du gouvernement de soumettre, je dirais, l'ensemble des gains sur le PEA au taux de 15,5% et non plus ce qu'on appelle au taux historique, c'est-à-dire le pourcentage de prélèvements sociaux lorsque vous avez réalisé effectivement ce gain. Bon, on ne sait jamais. Si demain la fiscalité sur le PEA, je dirais, se durcit, vous pouvez avoir intérêt, si vous avez des gros PEA, il y a des entrepreneurs qui ont mis 10-15% de leur PME dans un PEA, avec des PEA qui valent plusieurs millions d'euros. Ça peut être intéressant, là aussi, de clôturer son PEA et d'en ouvrir un autre dans la foulée. Vous allez payer au maximum 15,5% d'impôt sur vos gains. Demain,
peut-être beaucoup plus. Alors, attention avec le PEA, il y a quand même une différence par rapport à l'assurance vie, c'est que derrière, si vous rouvrez un PEA, vous ne pourrez y mettre que 150 000 euros, c'est le plafond de versement. Donc encore une fois, là, avant d'effectuer un gros retrait sur contrat d'assurance vie ou avant de clôturer un PEA, il faut faire ses calculs et il faut toujours être conseillé par un bon professionnel pour ne pas aller trop vite en besogne. Cette stratégie peut être très gagnante, je dirais de clôture-ouverture, mais attention, elle ne s'adapte pas, elle n'est pas adaptée à tous les profils d'épargnants. Christian Fontaine pour le revenu, Jean-Philippe Dubosc pour toutsurmesfinances.com.